Bonjour tout le monde. Nous sommes le 22 avril, il est 18 h. Et s'il est un peu plus de 18 h, c'est comme s'il était 18 h. Et nous allons nous retrouver pour un nouveau plateau. Vous savez que maintenant, nos rencontres sont évidemment en version à distance, mais nous sommes très nombreux ensemble, en même temps. Et cette fois-ci, le plateau est centré, le plateau de la Fondation Corian pour le bien vieillir, est centré sur les questions des mots. Les mots pour le dire. Les termes qu'on utilise. Les fausses connivences parfois. Les termes un peu liés au monde médical. Des termes parfois un petit peu infantilisants. Des termes surtout qui montrent que on a un peu de mal avec le sujet. On a un peu de mal avec la question du vieillir. On est dans... On ne va pas dire tout à fait les choses. Vous savez, on parle des personnes qui ont des problèmes de vue. On ne va pas dire les aveugles, on va dire les malvoyants. On va dire les personnes à mobilité réduite. On va trouver toujours des termes parce qu'on a du mal à trouver les bons termes. Moi, je suis, par exemple, un déficient capillaire. On ne va pas dire un chauve. Oh, ça serait pas bien. Où est la différence? Les termes. Mais sur la question du vieillissement, les termes sont très lourds, très lents, très complexes. Et on a chacun des termes qu'on entend et parfois ça nous gratouille un peu l'oreille. Et donc on a voulu, il y a déjà plusieurs années, avec la Fondation, on avait travaillé sur un document, les mots pour le dire, qui reprend un titre d'un ouvrage fameux de Marie Cardinal autour de ces questions-là. Et il y a comme ça des mots. On a regardé quels mots et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit. Quel est non pas le vocabulaire, mais l'idéologie, les représentations, les peurs qui sont derrière. Et chacun peut avoir des mots comme ça qu'il n'aime pas, puis des mots qu'il va utiliser. Je prends un exemple tout bête. J'avais écrit il y a très très longtemps un livre qui s'appelait « Vive les vieux », point d'exclamation. J'ai reçu des courriers de certains disant « Oh, c'est pas bien, on ne peut pas dire les vieux », et puis d'autres me traitant de raciste, et puis d'autres disant « Mais enfin quelqu'un qui dit les vieux ». Vous voyez, on n'a pas tous la même oreille non plus. Et puis derrière l'oreille, on ne met pas les mêmes choses. Chacun a les termes qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Je vais vous faire une confidence. La notion que je déteste le plus, c'est quand on veut, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention, et que la personne commence à dire « nos aînés ». Mais les aînés, ils ne sont pas à nous. Les aînés, ce sont des personnes. Et donc, c'est les aînés. Pourquoi d'un seul coup, cela serait personnalisé? Pourquoi cela serait une propriété? Les vieux sont la propriété de personne, sauf d'eux-mêmes. Et c'est autour de tout cela que l'on va échanger pendant 1 heure pile. On va démarrer ces rencontres avec une brochette exceptionnelle de personnalités qui nous ont fait l'amitié de nous retrouver. Certaines et certains ont bravé les éléments, ont pris des bateaux, ont nagé pour nous retrouver. Je veux d'abord saluer Sophie Darel, qui nous vient de très loin, de Boulogne-Billancourt. Oui, je viens très loin, donc ça m'a donné beaucoup de mal, et j'espère que je vais être applaudie pour ça. Voilà, mais bien sûr, hein, bien sûr. D'accord, ok. Delphine Dupré-Lévesque, qui nous vient aussi très très loin. Elle a hésité à prendre son vélo, et puis finalement, c'est une habituée des patins à roulettes. Ah oui, et là, ça lui elle a va décidé bien. de prendre le train. C'est ça. Merci beaucoup, Delphine. Et Robert Rocheblave, lui aussi un sudiste, qui pendant longtemps a été un de nos athlètes principaux, un des grands espoirs du sport de haut niveau en France, en saut en hauteur en particulier, et puis qui a fait d'autres choix ensuite, et qui nous vient du Sud. Oui, après de nombreuses blessures, j'ai dû effectivement renoncer au saut en hauteur. Et donc, j'ai rejoint la team Scorian. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être avec nous. Et puis Audrey Dufeu, députée, qui est avec nous, mais à Saint-Nazaire, là où est sa circonscription. Et merci Audrey de nous avoir rejoints et d'être présente avec nous. Audrey donc va écouter. C'est une députée qui écoute. Et elle va donc d'abord écouter et ensuite, ça sera notre grand témoin. Et elle viendra intervenir à la fin de ce moment. Et puis, il n'est pas de plateau Corian sans Aude Letty. Et donc, Aude, qui est la déléguée générale de la Fondation et qui, par ailleurs, va nous permettre, là aussi, de mieux saisir ce qui se passe et qui va d'abord lancer un grand moment de cinéma. Alors, avant le grand moment de cinéma, déjà, merci à chacun d'entre vous d'être présent pour ce nouveau plateau Merci de la Fondation. Je rappelle aux nombreux participants qui nous suivent en live la possibilité de poser vos questions via le système de chat sur la plateforme, de façon à ce que nos invités puissent y répondre en direct.
Et effectivement, un grand moment de cinéma maintenant pour lancer cette soirée. On voulait vous rediffuser un micro-trottoir que l'on avait réalisé à l'occasion donc, de cette étude sur les bons mots pour le dire, il y a 3 ans maintenant. On avait interrogé des personnes dans la rue et dans nos établissements également pour avoir leur avis sur le vocabulaire utilisé pour désigner le grand âge. Tu as eu raison, Aude, de rappeler que c'était il y a 3 ans. Donc profitez-en, vous allez voir des visages sans masque. C'est un peu compliqué pour moi. On parle souvent de légumes. Très très vieux. Invalide. Une personne qui n'a plus, disons, toutes ses idées, toute sa tête. Handicap. Folie. J'aime pas trop ce terme. Se promènent sans savoir où elles sont, sans savoir où elles vont. Qui perd pied. Ils ont vraiment besoin d'aide dans tout. Qui a perdu complètement la raison. Malheureusement, fin de vie, ce qui est faux. Liberté. Des sages. Confort. Cocooning. Sérénité. Livre ouvert. Et voilà, quelques termes que nous avons entendus. Sophie, Oui. dans ce micro-trottoir, quels sont les termes qui vous ont le plus choqué peut-être, et puis de manière plus générale, et à l'inverse, ceux que vous appréciez le plus pour parler justement de ces sujets-là? Alors, moi, tout m'a choqué, en fait. Voilà, comme ça, c'est simple. Déjà, vieux, je trouve que c'est plutôt péjoratif. Donc voilà, il y a d'autres façons de parler des personnes âgées. J'ai envie qu'on parle de gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vécu des choses formidables, qui peuvent en apprendre aux autres. Mais quand on dit vieux, forcément, c'est pas un compliment. Personne n'a envie qu'on vous dise vous êtes une vieille. Même si moi-même je ne suis plus très jeune, j'ai pas du tout envie qu'on me dise que je suis vieille. Voilà. Donc pour moi, c'est déjà important. Et le côté positif, effectivement, c'est de ressortir de tout. Pardon, excusez-moi de vous avoir touché, mais de très loin. C'est un super bonheur. Donc, j'ai toujours rêvé d'ailleurs. Ah bon, bah alors, Merci. écoute, excusez-nous, on se retrouvera un peu plus tard. Voilà. Donc, pour moi, le côté positif, c'est de dire que ça amène vraiment quelque chose, d'être avec des gens très âgés. Et que je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que vieux ou senior? Enfin, je ne sais pas. On pourrait peut-être y penser, Serge, non? Oui, il faut y réfléchir très Bon, sérieusement. d'accord, ok. Voilà. Nous allons créer une commission. Voilà. Merci. Delphine, un petit peu la même question dans ces termes-là, et puis de manière plus générale, quel terme vous appréciez, En fait, on me fait des grands signes parce que j'ai tendance à parler avec les mains, et donc avec un micro, c'est un peu complexe. Je vais me discipliner. Donc moi, j'ai bien aimé le terme liberté, puisque et cocooning, etc., qui sont des mots finalement très positifs. Après, ce qui était le plus choquant, c'est effectivement de l'associer à fin de vie, perte de la raison. Ça, c'est des mots qui sont quand même d'une extrême violence. Voilà, c'est plutôt ces termes-là. Effectivement, alors, Sophie, je comprends bien que de dire vieux, ça me choque, mais en fait, c'est le mot vieille qui est pire que vieux. Le mot vieux, moi, je trouve qu'il a un côté assez affectif, et dans le mot vieux, il y a le mot vie. Mais par contre, dans le mot vieille, il y a une connotation de rajouter du féminin à la vieillesse qui est vraiment, qui a une connotation très très négative dans notre société. Je pense que plus que vieux, c'est le mot vieux, vieille et vieillarde, par exemple, qui seraient deux termes vraiment extrêmement à connotation très négative. Mais je retiens que effectivement. Enfin, si on voit Sophie, évidemment, on ne pense pas du tout à la vieillesse et au contraire à un dynamisme et une liberté de pensée extraordinaire. Merci Delphine. Alors, c'est vrai d'ailleurs que dans le premier dictionnaire de français, on ne disait pas vieux, vieille, tout ça, on disait vieillard et vieillarde. Oui. Hein, qui était assez intéressant. C'est ça. Non, mais moi, j'ai fait un bouquin qui s'appelait Plutôt crever que d'être vieux. Voilà. Et ben, quand j'ai dédicacé, vieillir plutôt crever. Voilà, c'est le titre du bouquin. Et pour moi, c'était presque un clin d'œil, évidemment. Et quand j'ai fait des dédicaces, ça a été très, très mal pris parce que je voyais effectivement des gens âgés qui me disaient « Mais pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai pas du tout envie de crever, entre guillemets, puisque c'était provocateur. Moi, je me sens très, très bien dans mon âge. Et je me suis rendu compte que ce titre « Moi, vieillir plutôt crever », qui nous avait amusés, eh bien, c'était pas bien justement parce qu'il y avait vieillir. Voilà. Donc, je pense que c'est pas un bon mot. Voilà. Donc,
vieillir plutôt que revivre. Voilà. Alors, Robert, vous avez dirigé pendant longtemps une maison de retraite, et ces termes-là, on les entendait. Est-ce que, qu'on a entendu, est-ce qu'on les entendait dans cette période-là? Et comment, à l'époque, vous pouviez sensibiliser les personnels justement à l'utilisation de tel ou tel terme? Comment ça se passait très très concrètement? Effectivement, dans ces termes-là, souvent, ils évoquent des déficits, alors qu'il me semble que la vieillesse, c'est avant tout une compétence ou une expérience de la vie supplémentaire. Continue à me toucher, donc. Donc, c'est ce qui est souvent le réajustement que l'on doit faire aujourd'hui à travers un vocable qui est souvent pas adapté. On dit d'une personne qui va déambuler que c'est un fugueur ou que c'est quelqu'un d'agité. Est-ce qu'on s'est posé la question de l'ennui qu'il pouvait avoir à être là ou pas là? Quand on parle des fois de troubles de comportement liés à des comportements qui nous troublent, nous, face auxquels on ne sait pas faire, est-ce qu'on qualifie pas plus finalement la folie ou la démence à travers ces mots-là? Effectivement, c'est des réajustements qu'il faut faire, parce que si le soignant, le participant à l'accompagnement au vieillissement, parce que je préfère ce mot-là presque que soignant, parce que finalement on participe à un projet de vie, on est un partenaire d'un instant ou de certaines phases de vie. Est-ce que finalement, quand on est partenaire de cet instant-là, si on pense que la personne a un trouble du comportement, comment on peut l'aider dans ce qu'elle est? Alors que souvent, ce trouble du comportement, c'est un mécanisme réactionnel à sa pathologie, qui peut être du vieillissement usuel ou une pathologie autre, qui fait que si on comprend bien sa pathologie, on va pouvoir adapter la posture. Et du coup, en changeant le mot, on change aussi l'action et la posture. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de changer le mot pour changer l'action. Oh, c'est sérieux. Hein, ah oui, non, mais il a raison. Bravo. Alors, on va continuer avec Aude. Justement, donc il y a eu tout un travail qui a été fait, donc une petite synthèse très courte sur ce qu'il en ressort. Oui, effectivement. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, et notamment le fait que nous étions partis d'un constat, c'est que justement les mots que l'on entendait, qui étaient utilisés, qui sont utilisés encore toujours parfois, ne reflètent pas en fait la qualité de l'accompagnement qui est fait dans les établissements pour justement aider les résidents qui sont accompagnés vraiment par les professionnels tous les jours, et que ces termes dément, déambulant, finalement sont extrêmement péjoratifs et nuisent aussi à cette qualité d'accompagnement. Alors on avait procédé en plusieurs étapes. Une première étape qui était une revue de bibliographie. En fait, on avait regardé s'il y avait des études tout simplement sur ce sujet, et il en était ressorti qu'il y avait très peu de travaux qui portaient sur les représentations positives de la vieillesse. Une deuxième étape, une étude qualitative avec des focus group dans lesquels étaient présents des seniors, des soignants, et également un sémiologue qui nous avait justement aidé à composer un lexique de l'âge qui soit plus positif, plus juste, et qui nous avait aidé donc à développer un champ sémantique pour parler des personnes âgées, des établissements, de la maladie, etc. Alors, ensuite, on avait mené une phase plus quantitative où là, on avait testé un certain nombre de mots, 185 au total, auprès du grand public, donc auprès de 1000 personnes, pour connaître justement leur ressenti à l'écoute d'un certain nombre de mots. Donc un ressenti positif ou négatif. Et on leur avait également demandé s'il fallait prendre en compte ce mot dans la société, dans le futur. Voilà, pour essayer d'avoir une vision un peu plus prospective des choses. Alors, la synthèse, il y avait 4 points principaux qui sont ressortis de cette étude. La première chose qu'on a dit, c'est qu'il fallait effectivement privilégier des mots qui traduisent la continuité de la vie et le maintien du libre arbitre, du libre choix. Éviter toutes les formulations qui traduisent en fait la rupture. Et privilégier les verbes actifs, continuer à avoir besoin d'aide pour, et bannir au contraire ne plus pouvoir faire, par exemple. Voilà. Un autre point, ce que tu as rappelé en introduction Serge, c'est qu'il faut se méfier du vocabulaire médicamenteux, qui est source d'une grande inquiétude. Donc éviter effectivement de parler des personnes comme uniquement des sujets de soins ou médicaux.
Le troisième point, c'est que effectivement la peur du déclin psychique est finalement plus préoccupante et plus angoissante pour les personnes que le déclin physique. La démence, donc ces mots effectivement troubles cognitifs, sont davantage redoutés, notamment par les plus de 50 ans, que la souffrance, voire même le cancer. C'était des choses qui étaient ressorties de manière assez forte dans l'étude. Et enfin, quatrième point et non des moindres, c'est que le prendre soin implique avant tout d'être entouré. Donc toute l'attention, la bienveillance, le développement du lien social, la présence, l'écoute sont des termes bien évidemment à valoriser aussi lorsqu'on parle du grand âge. Et alors, une synthèse extrêmement rapide, qui est aujourd'hui disponible au sein d'un guide que l'on peut retrouver sur le site de la Fondation, avec un certain nombre de mots à bannir et des mots à privilégier. Alors, par exemple, pour parler des personnes âgées, c'était aîné qui était ressorti, parce qu'on est toujours l'aîné de quelqu'un, donc on était là dans la continuité, dans quelque chose de positif. On ne parle pas de malade, mais de patient. Enfin voilà, donc on peut tout retrouver, vraiment ce petit guide très pratico-pratique à destination des professionnels et des aidants. Merci beaucoup, Aude. Alors évidemment, quand on parle de cette manière-là, on peut se dire, oui, tout ça, c'est du politiquement correct. Donc il y a toujours cette frontière ténue entre d'abord la non-censure et puis le politiquement correct, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc là, c'est une question de respect, c'est une question de réflexion, mais évidemment que chacun dire oui, mais là, je suis touché par tel ou tel terme. C'est toujours compliqué, cette histoire-là. Depuis 3 ans en plus, ces questions de politiquement correct ont pris une puissance encore plus importante sur à peu près tous les sujets. Mais n'empêche que, je regardais par exemple lève malade, lève personne. C'est-à-dire la personne, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, une personne. Alors souvent, on disait personne âgée, il fallait rappeler que derrière personne âgée, il n'y a personne, justement. Hein. Donc cette notion-là, elle est extrêmement importante. Et puis je resterai aussi un quart de seconde sur la notion de prendre soin. La notion de prendre soin, d'une certaine manière, ça a été beaucoup renouvelé, ça a été beaucoup retrouvé. Souvenez-vous, au premier confinement, où tout le monde quasiment signait ces messages, ces appels, prends soin de toi, prends soin des autres, prenez soin de vous, ainsi de suite. Qui était aussi d'ailleurs la définition même du care, hein, le prendre soin mutuel, et ainsi de suite. C'est intéressant aussi que ces éléments-là soient pris en compte. Cette notion de soin qui est extrêmement large, qui n'est pas seulement la santé, qui est bien plus large, qui est prendre soin, écouter, accompagner la personne. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans du politiquement correct, il s'agit aussi de réfléchir aux termes qu'on utilise et qu'est-ce qu'on y met derrière, comme attention ou comme inattention. Alors, je vais me retourner à nouveau vers Sophie Darel. Tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté. Vous avez remarqué? Ah oui? Je demande aux 1 478 263 personnes qui nous suivent en direct. Ah, oui, c'est Sophie. terrible, formidable. Oui. Vous avez remarqué? Et on a eu... Oh, non 263 262 personnes qui se sont inquiétées de savoir mais qui étaient ces 3 personnes. Mais c'est fou, c'est complètement fou. Donc évidemment, devant cette foule, je tiens à dire, Sophie Darel, on ne vous présente plus. Oh bah ça dépend. Mais oui, je dirais que beaucoup de métiers, beaucoup d'activités, et aujourd'hui, entre autres, actrice. Ah oui, entre autres, voilà. C'est ça. Puisque en fait, disons que depuis 1 an et demi, un peu comme tout le monde, je ne fais plus mon métier. Mais sinon, depuis l'âge de 16 ans, je suis sur scène, j'ai toujours fait des spectacles. J'ai co-présenté très longtemps les élections des Super Mamies pendant 17 ans. Donc là, je faisais également mon spectacle. Et puis une pièce de théâtre qu'on était en train de jouer avec Daniel Gilbert et Evelyne Leclerc qui s'appelait Les Trois Glorieuses. On a répété 2 mois, on a joué 3 fois. Voilà. Ah, c'est rentable. Oui, c'est très rentable. Super, c'est très rentable. Mais ça va être refait oui, après. Normalement. Et je trahis aucun scoop. Non. Bon, mais non. il y a une réflexion sur TF1 pour que tu présentes les élections présidentielles. Après les super mamies, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Je ne veux pas, je vais peut-être remplacer Madame Macron, mais pas dans l'intimité, donc je ne sais pas, on va voir. Voilà. Ça, je ne sais pas, mais voilà. Donc, Sophie, toute cette étude-là qui a été présentée par Aude montre l'importance d'être positif. Ah bah ça, moi, je suis tellement d'accord sur ce principe. Et vous qui avez eu, en plus, dans votre vie personnelle, à surmonter des maladies extrêmement graves, comment... Est-ce que peut-être vous avez en souvenir des phrases qui ont été dites, alors je passe du tu ou vous tout le temps, mais c'est pas grave, hein. qui ont été dites par les professionnels, qu'elles soient d'ailleurs mal ou au contraire qu'elles fassent du bien? Alors moi j'ai 2 exemples. J'avais à l'époque un médecin absolument formidable qui est parti à la retraite maintenant. Et c'est lui qui a découvert le premier cancer du sein que j'avais, qui était quelque chose de très grave et qui était vraiment très mal parti, comme on peut dire. Et il m'a dit une chose extraordinaire dont je me souviendrai tout le temps.
J'étais désespérée. Je dis, mon Dieu, j'ai un cancer. Bon, c'était un copain. Il me dit, mais attends un peu, tu te rends compte de la chance que tu as si on s'en était pas aperçu tout de suite? Mais t'imagines, on s'en est aperçu. Mais ça m'a fait un bien fou, parce que je me disais en même temps, bah, il a raison. Il me dit, si tu avais été négligente, etc., mais c'était fini. Là, au contraire, on va tout faire. Voilà. Donc ça, pour moi, ça m'est resté vraiment très précis dans ma tête. Et une autre fois, quand j'ai été opérée, malheureusement, toujours pour les mêmes raisons, on est tombé sur un chirurgien qui n'avait pas de raison de le dire, qui a appelé mon mari discrètement. Et quand mon mari est revenu dans ma chambre, j'ai dit, mais vous êtes dit quoi? Rien, on a parlé voiture. Et je savais que ce n'était pas le cas parce qu'il lui avait dit, c'est très très grave, elle va peut-être pas s'en sortir. Mais ça, je l'ai senti. Vous voyez, la différence entre ces deux interventions sont absolument capitales. Voilà. Donc, en fait, c'est le premier qui avait raison. C'est ça. J'en ai fait 3 quand même, comme ça. Hein. On a pu tester comme ça. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est très important de se dire au-delà du mal. Ah, mais c'est très important. C'est la manière dont on aborde dont on les parle. choses. Alors, au lieu de pleurer avec moi et le premier, enfin mon copain médecin, et au lieu de me dire ça, il m'a dit, mais t'as une chance folle, mais réalise. Et j'ai trouvé ça génial. Merci beaucoup. Et on voit aussi, je discute souvent avec une personne qui m'est très chère, qui me dit l'émotion ne remplace pas les choses. C'est-à-dire que si j'ai trop d'émotions, finalement, je ne fais pas mon métier d'une certaine manière. Bien Donc sûr. à un moment donné, il faut avoir évidemment l'émotion, mais il faut réagir aussi, savoir comment réagir. Et parler de voiture, ainsi de suite, n'est pas nécessairement la bonne chose par rapport à ça. Mais je savais que c'était pas possible, quoi. Oui. Alors, je vais me retourner vers Delphine Dupré-Lévesque. Vous êtes anthropologue et, entre autres, elle a créé une page sur Facebook, Stop à l'isolement. Alors, il y a Stop Covid, et là, c'est Stop à l'isolement, oui, mais ça a été créé au moment du premier confinement. Donc, il y a aussi du lien avec ça. Alors, pareil, vous avez, sur votre page, fait une consultation autour, justement, pour savoir un peu quels sont les termes que les gens liés à l'âge, le vocabulaire qui est utilisé. Et donc, dites-nous un petit peu ce qu'il en ressort de cette consultation. Alors, avant ça, je voudrais juste reprendre que au niveau des termes et du vocabulaire qui est soi-disant politiquement correct, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on a des preuves scientifiques en psychologie sociale pour dire qu'un vocabulaire va impacter en fait sur la mortalité, la morbidité, sur la qualité de vie. Donc d'avoir un vocabulaire positif, il y a une étude américaine qui a mis 2 groupes pendant 3 jours. Un groupe où ils sont testés avant et après, équilibre, marche, morale, dépression, etc. Toute une batterie de tests. On leur a montré pendant 3 jours des images à un premier groupe négatives, donc de personnes dépendantes, de souffrantes, en utilisant un vocabulaire extrêmement négatif, et un autre groupe, un vocabulaire très positif. À l'issue de ces 3 jours, ceux qui avaient vu les images positives marchaient plus vite qu'avant de venir. Ils se sentaient beaucoup mieux, etc. Et les autres avaient été ralentis dans leur marche, étaient beaucoup moins bien, étaient beaucoup plus en incapacité. Donc les mots ont vraiment un impact sur la santé. Donc il faut vraiment les choisir, et les choisir bien, et avoir une image positive à véhiculer. Et c'est vraiment un travail de fond qu'il nous faut faire. Alors Stop à l'isolement, oui, justement, on a lancé... je rappelle que la marraine de Stop à l'isolement, c'est Sophie Darel. Oui, c'est moi. Voilà, accompagnée de Michel Drucker, et avec qui, je crois que Sophie, elle contribue totalement de transformer cette image de l'avancée en âge, parce qu'elle a une tonicité, un amour, une générosité, une beauté, enfin tout ça, elle le transmet. Et ça, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le soin. En fait, cette intervention, c'est du soin au quotidien. Et là, donc, effectivement, on a lancé cette consultation pour essayer de voir quels sont les mots qui sont associés aux mots vieux. Et ce qui est surprenant, c'est que on a à l'heure actuelle plutôt une grande majorité de jeunes de moins de 25 ans qui ont répondu à cette étude. Et ce qui, je pense, est différent de si on avait fait cette étude il y a 1 an, ce qui revient beaucoup. D'abord, il y a un terme qui revient beaucoup, c'est Covid-19. C'est-à-dire le terme qui est associé à vieux, c'est Covid-19. Et l'autre terme qui revient beaucoup, c'est le mot solitude, seul, isolé. Tout ce qui concerne l'isolement est extrêmement important dans cette description. Et au niveau des jeunes, donc il y avait 5 mots à proposer. Donc on va dire qu'il y avait un mot neutre, un mot positif, transmission, famille, etc. Et 3 mots négatifs. C'est-à-dire que c'est quand même tout ce qui va être... alors on va avoir dans les images négatives, donc
un qui dit que c'est seul, Covid aide. Un autre qui met juste un seul terme, qui met dépassé. Il y a un autre qui écrit EHPAD, chute, dépendance, solitude, accompagnement. Il y en a un autre qui règle ses comptes, je ne sais pas avec qui, mais confiné à cause d'eux, masque mal mis, râleurs comprennent rien, les premiers à se faire la bise dans la rue. Voilà. Je pense que si on interrogeait les personnes âgées aussi là-dessus, elles pourraient aussi parfois dire les mêmes choses. En tout cas, intervient surtout tout ce qui concerne les soins, la santé, la maladie, dépendance et solitude. Il y a un mot, alors que ce soit les personnes de plus de 65 ans, j'ai essayé de faire de regarder les plus de 55 ans et les moins de 25 ans. Il y a un mot qui apparaît très peu, qui me semble encore plus tabou que le mot vieux, c'est le mot mort. Sur les à peu près 200 jeunes qui ont répondu, il n'y intervient que 5 fois. Donc la mort, c'est pas du tout un truc qui est associé au mot vieux, enfin très peu en tout cas, contrairement à toujours cette notion de solitude qui est très prédominante avec les soucis de santé. Voilà, ça c'est les choses qui viennent le plus. Et au niveau des 55 ans et plus, il y a 2 qui m'ont le plus marqué. Il y a une femme qui a entre 61 et 70 ans qui écrit « dépendant, transparent, solitaire, inutile, triste ». Voilà les 5 mots associés. Et je crois que, en fait, il faut aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire que Stop à l'isolement, on l'a créé au premier jour du confinement et un peu pour essayer de sortir, proposer, on va dire, un moment de distraction aux plus isolés et puis même aux gens qui étaient confinés dans les EHPAD une semaine avant tout le monde. Et finalement, on s'est aperçu avec le confinement que les gens qui étaient justement très isolés chez eux, même sans être en EHPAD, même sans être très âgés, il y en avait beaucoup. Et du coup, Stop à l'isolement, est vraiment là pour eux. Et quand je lis ça, dépendant, transparent, solitaire, inutile, triste, c'est beaucoup de messages qu'on a eus sur la page Facebook qui ont traduit ces angoisses et ces moments de solitude. Et puis, il y a une autre dame qui rajoute, qui fait mal vu, à éliminer une charge. Voilà, donc on a beaucoup de travail encore. Alors heureusement, bien sûr, il y en a qui ont des mots, quelqu'un qui a répondu avec humour, connais pas ce mot, moi c'est du loisir, du plaisir, etc. Donc voilà, il y en a, mais le travail, il faut qu'il soit intense et il faut pas aussi oublier que malgré tout, il y a effectivement des gens qui sont très seuls, très isolés et voilà, notre travail, c'est aussi de les accompagner. Merci beaucoup. Alors, Robert, vous avez été donc directeur de maison de retraite, après cette carrière de sportif, et vous êtes aujourd'hui le responsable de la revue Soins à cœur. Et là, d'abord, c'est aux dirigeants de maison de retraite que je m'adresse d'abord. Ce travail a été fait il y a plus de 3 ans par la Fondation Corian. Est-ce que depuis, que ce soit en maison de retraite ou que ce soit dans vos nouvelles responsabilités, est-ce que vous avez vu une évolution de la manière justement de penser et de s'adresser aux personnes? Oui, il y a un mouvement qui s'opère aujourd'hui, mais si tu me permets, je voudrais revenir sur un élément qui me chagrine, c'est que la prise en soin, telle que définit le soin à l'OMS, est un état de bien-être physique, social et psychologique. Et chez nous, on parle de prise en charge. Et donc, déjà, tu vois, le mot déjà est choquant. Et je suis assez agacé de ce mot-là. Je voulais y venir là-dessus. Et puis, dans ce que vient de dire Delphine, un des déterminismes qui a le plus grand impact sur le vieillissement, c'est des déterminismes psycho-affectifs liés à l'environnement. Et donc, ça fait complètement écho à ce que tu viens de dire. Ça, c'est de la gérontologie pure, voire même de la gériatrie. Mais les influences sur le vieillissement sont directement liées à ces déterminismes psycho-affectifs liés à l'environnement. Et donc, toute la notion de positivité est franchement hyper importante dans l'approche que l'on a. Pour répondre à ta question, chez Corian, on a créé un concept, mais qui est une vraie vision qui s'appelle le positive care. Et dans ce positive care, dans cette vision-là, qui est portée par Mathilde Trot, c'est se dire que on dépasse la notion d'objet de soin pour être sur la singularité de l'individu. Et encore une fois, on va inverser la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on va plus se contenter d'être sur des besoins physiologiques, primaires ou de sécurité, mais on va être sur l'existence à vivre, la narcissisation, l'utilité, le rôle social, l'importance à se lever le matin, à se dire je vais faire quelque chose, tu vois. Et demain, je pense que
un des grands changements, c'est de se dire, arrêtons de regarder les déficits des personnes, regardons plutôt les capacités préservées, ces fameuses compétences acquises qui restent présentes. On sait qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent à la personne de pouvoir continuer, malgré ses déficiences, à vivre presque normalement, par des techniques de ritualisation, par des techniques de narcissisation, de valorisation. On arrive effectivement à obtenir que, il ne faut pas l'oublier, c'est que la compétence de l'émotion, tu le disais tout à l'heure, elle ne se perd pas à travers l'âge. Et travailler sur l'émotion de la personne, je pense que c'est la thérapie de demain. Et tout ce qui est porté chez Corian, depuis 3 ans, je pense, c'est cette vision-là, de se dire arrêtons de regarder les déficits, travaillons à partir des capacités préservées, dépassons la notion d'objet de soin, allons sur la notion de personne, de singularité, créons ce que Lévinas disait dans la communication, grand philosophe, qui parlait que l'art de communiquer est une rencontre singulière, et chaque rencontre est une œuvre d'art, parce que dans chaque rencontre, il y a une spécificité. Alors je force un peu le trait, mais je crois qu'on est dans cette vision-là aujourd'hui. Par contre, ça oblige de changer le paradigme, ça oblige de changer aussi les compétences des acteurs de soins dans ce qu'ils font. Et encore une fois, on revient à la thématique du jour, ça oblige de changer le vocable. Parce que si on ne change pas le vocable, on ne changera pas l'action. Et donc, il faut aussi construire un nouveau vocable qui va construire des actions nouvelles. Et le positive care chez Corian, c'est un vocable, c'est du dialecte, mais du dialecte qui se construit à travers tout ce qui est des approches non médicamenteuses, de l'interaction sociale, de l'interaction humaine. Donc oui, il y a un changement profond depuis 3 ans. Merci beaucoup. Et c'est vrai que tu as cité Lévinas, on pourra citer Arendt en disant dire, c'est déjà agir. C'est-à-dire que trouver les bons termes, c'est déjà une manière de placer les choses. Tant qu'on n'a pas les bons termes, finalement, on ne peut pas bien agir puisqu'on évoque mal les choses. Alors, on est à un moment tant attendu, Aude. Alors, je vois 2 millions. Ça y est, bravo. On a dépassé les 2 millions de téléspectateurs, de Facebookers, je ne sais pas, même pas comment on dit. Voilà. Et donc, dans ces 2 millions, Aude, tu as sélectionné... Non, c'est pas possible. 1263 questions, c'est pas possible. Il faut choisir. On va essayer de faire court. Oui. Effectivement, alors, il y a beaucoup de réactions de pros et d'anti-mots vieux. Donc, on vous fera un petit florilège des réactions post-plateau. Alors, il y a un témoignage de Marie-Françoise Fuchs, qui est la présidente d'honneur de Hold Up, qui nous dit que, à propos des mots nous définissons, que le mot qu'elle préfère est le mot grand âge, qui signifie, avec cet adjectif positif et même flatteur de grand, avoir atteint le grand âge est une réussite de l'aventure d'une vie humaine. Voilà. Donc ça, c'est un premier témoignage. Et puis, alors, il y a une question en réaction également à ce que tu disais, Delphine, sur finalement le mot vieille, qui est plus mal perçu que le mot vieux. Et Linda, qui est directrice d'EHPAD, dit qu'elle partage le même constat et qu'elle se demande pourquoi le féminin vieille apparaît plus négatif à nos oreilles. Quelles sont les pistes d'explication anthropologiques et sociologiques? Eh bien, nous voilà bien. Alors, on va essayer d'être très court. D'accord, merci beaucoup. C'était super. C'était une bonne réponse. C'est beau l'université. C'est résumé, tout c'était top, vraiment. Ouais, merci. Non, mais l'image de la vieille, ça a toujours été, c'est l'image de la vieille sorcière en fait. Ça a toujours été associé. Alors, ben oui, en opposition à la grand-mère qui aurait de la douceur, la vieille, la vieillarde, tout ça, c'est des connotations avec des histoires en fait qui rentrent dans les contes et qui fait que l'image de la vieille femme est toujours bien pire que celui de l'homme en fait. Donc c'est à travers en fait notre culture qu'on véhicule cette image négative et qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs de vieillir pour une femme que pour un homme. Ça continue d'être ça au quotidien, même sans l'appellation. Ça c'est sûr, mais moi je pense que de traiter quelqu'un de vieux, même si c'est au masculin, je suis pas sûre que ça lui fasse plaisir quand même. Surtout si on rajoute con après. Vieux con, alors ça plaît pas du tout. Ouais. Alors, je reviens à César-Pierre Richelet, qui est celui qui avait fait ce premier dictionnaire en langue française. Vieillarde, quand il définissait la vieillarde, c'était que des mots sur le physique. Ah bah oui, c'est ça. Et le vieillard, c'était que des mots donc sur le déclin physique. Alors c'était carrément dégoûtante, peu ragoûtante. C'est des mots assez violents. Et pour les hommes, donc les vieillards, ils étaient centrés sur les pertes cognitives. Comme si pour les femmes, il n'y avait que la question physique et pour les hommes, que la question intellectuelle. Ce qui nous dit aussi beaucoup, et c'est un moderne de l'époque. Il faut aussi évidemment se prendre en compte de l'époque. Et c'est vrai que de fait, il y a cette différence très forte parce que socialement, parce que les normes
sont plus associés au physique pour les femmes C'est que pour vrai. les hommes. Et d'ailleurs, on va dire, ah, ça lui va très bien, ses premiers rides ou des choses comme ça. Moi, on m'a dit Ah, très ça, on souvent, dit ça, mais qu'est-ce c'est qui te pas vont bien, vrai. tes beaux cheveux gris. Voilà, hein, il y a ça. Est-ce qu'on va pas dire nécessairement aux femmes? Les Donc, en effet, premières rides, il y a enfin, des bon. différences comme ça qui sont assez Bon. fortes. Et puis, je veux remercier Marie-Françoise Fuchs parce que moi qui suis tout petit, si un jour on me dit le grand âge, j'aurais peut-être gagné, plutôt que me traiter de petit vieux, voilà, je serais peut-être Ça, gagnant c'est un à ce moment-là. compliment, à la limite. Ben voilà. voilà, d'un coup, ça sera le grand âge. Alors, autre réaction aussi, Dany de Vivi, qui est fondatrice d'Âge Village et que nous saluons, qui nous remercie de ce thème qui percute notre agisme individuel et collectif. On est tous le jeune ou le vieux de quelqu'un. Questionnons-nous, trop vieux pourquoi? Trop jeune pourquoi? Ça rejoint ce que tu disais, Robert, par rapport justement au positif. Et sur le fait que voilà, on peut toujours continuer on est toujours une personne et on peut continuer à vivre, à exister, à avoir des passions, des envies. On n'est jamais trop vieux pour ce genre de choses. D'ailleurs, juste pour aller, et tu parlais du pyramide de Maslow, souvent on parle des besoins, et on oublie les désirs. Je pense que l'inversion aujourd'hui, c'est comment on passe du besoin à l'envie. Et je pense que T'aurais pu être chanteur. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. J'aurais pu aussi chanter pour le plaisir, mais non, on va juste arrêter là. Super enchaînement, t'as vu. Par contre, non, ce qui est intéressant dans cette transformation du besoin à l'envie, c'est que on revient à l'essentiel qui est l'émotion, et c'est ce qui nous nourrit. C'est-à-dire chaque fois qu'on va bien, chaque fois qu'on est dans quelque chose de positif, tu l'as dit, la positivité amène la positivité, et donc c'est là-dessus qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, on a vu que tout ce qui était lié à la pharmacologie n'amène rien sur forcément les troubles neurodégénératifs. Par contre, toute l'interaction humaine freine l'altération des fonctions cognitives, donc ça veut bien dire que cette recherche de bien-être doit être fouillée encore davantage, quoi. En fait, c'est comme souvent une question d'harmonie. Est-ce que je suis bien avec le terme qui est utilisé et que j'utilise? Et on n'est pas forcé d'utiliser tous les mêmes termes. Bah non, Si bien sûr. on est à Tout l'aise dépend de la avec un mot, personnalité, utilisons-le. bien sûr, bien Ainsi de suite. sûr. Soyons aussi peut-être plus Absolument. libres par rapport à cela. Alors, c'est bon? Je résiste Allez, pas une parce dernière. qu'on nous suit jusqu'en Belgique. Un membre du conseil consultatif des aînés de Molenbeek-Saint-Jean nous dit: j'aime bien l'expression senior actif. Voilà. Ouais, D'accord. Alors, très souvent, d'ailleurs, dans le droit français, on parle des inactifs pour parler des retraités. Ouais. Ce qui est hyper violent, puisque Ah bah ça, inactif c'est veut dire nul. inutile. Bah, Hein, évidemment. c'est ça qui est dit derrière. Ça, c'est Et terrible. souvent, il est bon de rappeler que, par exemple, sans ces inactifs en question, le tissu associatif en France, et sans doute les ASBL pour parler belge, s'écroulerait aussi. Donc, de ce point de vue-là, rappelons en effet qu'il y a plein de formes. On avait fait d'ailleurs tout un travail sur l'utilité et sur la notion d'activité. Elle est là aussi extrêmement diverse. Et la première des activités, c'est simplement justement, là encore, le lien. Le lien avec l'autre. Les quel qu'il seniors soit. peuvent faire plein de choses. Enfin, je veux dire. Et puis ça renvoie à cette notion que le vieillissement serait une conduite du changement. Est-ce que vieillir, c'est vraiment une conduite du changement? Ou est-ce que c'est un prolongement de tout ce que l'on a été? Ou parfois un changement de conduite. Prolongement, Exactement. bien sûr. Voilà, selon les personnes. Alors, on va... Justement, nous étions sur les bons mots. Je vais me retourner vers Sophie Darel. Et, je crois que c'était le dernier ouvrage, Objectif 100 ans en pleine forme. Oui, Hein absolument. J'ai pas hésité. Non, bah c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, je sais que Joe Biden l'a lu avant de se lancer dans la campagne présidentielle. Oui, oui, oui. Mais il est pas toujours Oui. en forme quand même, je trouve. Il est en aussi. super forme et il a déjà prévu de se représenter justement par rapport à cela. C'est Mais, bien. est-ce que ça fait partie justement, ces termes positifs, ces attitudes positives, est-ce que ça fait partie des recettes, entre guillemets? Ah, je pense comme ça. Je ne sais pas si c'est une recette, mais bon, j'ai la chance d'être comme ça dans la vie. Je ne me force pas. Donc j'ai eu envie de le dire et de trouver des exemples dans tous les domaines. Et c'est vrai que le côté positif, mon Dieu, mais comment dire à quel point c'est important ce qu'on a dans la tête. Moi, j'avais un exemple. On avait fait un livre avec Jack, mon homme, où on parlait de gens qui avaient eu des aventures exceptionnelles. Et on avait rencontré un très grand cardiologue, un professeur, qui m'avait dit, alors il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est que les gens qui sont négatifs en cardiologie ne s'en sortent pas ou très mal. Alors que les gens qui sont positifs, alors que là, ce n'est pas une question de médicaments, s'ils ont la pression dans leur tête qu'ils vont s'en sortir, ça aide énormément. Donc je pense qu'effectivement, le côté positif et tous les mots, tout ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est en détresse un peu, parce que quand on est souffrant ou quand on est seul, forcément, il y a une détresse. Donc je pense que c'est d'une importance absolument capitale, tout ce qu'on peut dire. Mais vraiment, j'y crois à fond. C'est pour ça, d'ailleurs,
qu'on avait fait faire une préface par le professeur David Kayat. Et voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent jouer dans tous les exemples, y compris même dans la vie intime. Il ne faut pas se dire, bon, bah, parce que j'ai cet âge-là, peut-être que ça, on va pas pouvoir faire un film X, mais il va y avoir une tendresse avec quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que, moi, de toute façon, pour moi, il faut toujours avoir des projets, quels qu'ils soient. Si c'est pour ses enfants, ses petits-enfants, à partir du moment où on a un projet, la catastrophe, pour moi, c'est de se dire, bon, ben voilà, c'est fini, maintenant, je suis en maison de retraite, mes petits-enfants sont casés, mais voilà. Alors là, à partir du moment où on se dit c'est terminé, mais ça n'est jamais terminé. Voilà. Dans ma tête, c'est jamais terminé. J'en veux encore. Voilà, exactement. Voilà, tel sera le... Dans tous les domaines. Voilà, exactement. Alors, Delphine, est-ce que justement ces termes négatifs qui sont souvent utilisés, est-ce que ça contribue pas justement à un regard négatif sur l'âge et à nos représentations qui sont quand même globalement encore assez négatives à propos de l'âge? Certains d'ailleurs parlent d'agisme et Audrey Dufeu tout à l'heure reviendra sur le sujet. Ça revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. L'impact des mots est très important et je pense que on est en train d'assister à une révolution démographique et on est en train de réfléchir quand même tous ensemble à essayer de modifier aussi. Les seniors d'aujourd'hui, ce ne sont pas ceux d'hier et ce ne sont pas ceux de demain. Par contre, les seniors d'aujourd'hui, ils nous montrent la voie. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en train de créer et d'inventer ce nouveau mode de vieillissement et ce mode de je vais de l'avant, je suis un senior actif. Pour bien connaître Sophie, je pense que c'est effectivement un modèle de vieillissement super réussi. C'est quelqu'un, on l'appelle le matin, on y va l'après-midi, on fonce, on y va, toujours plein de projets. Je crois que la première fois que j'ai rencontré Sophie, elle avait un genou explosé. Oui, elle s'est déplacée avec ses petits poids. Elle était au restaurant quand même. Hein. Voilà, on était de sortie, etc. Et elle me dit, dans 2 jours, je joue. Je dis, ben non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, même moi, plus jeune, je l'aurais jamais fait. Mais jamais plus, elle m'a reparlé de son genou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'était à un moment donné un gadin, on passe à autre chose, on avance, et voilà, et la vie continue. Et c'est ce qui va nous permettre de faire changer les choses. Il faut vraiment que ce soit un travail... toutes les images là, sur les EHPAD, d'appeler ça des mouroirs, etc., ça a un impact extrêmement négatif, mais à un point qu'on ne peut même pas s'imaginer. L'autre jour, je faisais un cours, et je présentais aux étudiants Stop à l'isolement. Donc avec les différentes vidéos où on voit des résidents qui ont fait des vidéos, les résidents font du ski, enfin il y a plein de choses. Et un élève me dit « Ah, ça m'a changé la vision de ces lieux, je ne savais pas qu'on pouvait sourire en EHPAD ». Vous voyez le travail, c'est-à-dire que vous voyez que les images qu'on a véhiculées pendant 1 an avec cette Covid-19 ont eu un impact d'une extrême violence. Et on est en train de créer une société avec des images et des clichés qui sont très éloignés de la réalité. Et je pense que notre travail à tous ici, c'est vraiment de réfléchir ensemble et d'essayer de diffuser le plus largement possible dans toute la société des images positives. Et elles ne peuvent venir qu'avec l'aide des seniors eux-mêmes qui viennent proposer cette nouvelle image. Et voilà, et que ce soit Sophie Darel et même Michel Drucker qui revient quand même après des mois d'une opération extrêmement grave, extrêmement longue, rééducation, et il est là. Mais c'est un modèle, c'est incroyable. Donc c'est vers ça qu'il faut aller, et il faut dire c'est possible. Tous les jours, c'est possible. Donc allons-y ensemble. Merci beaucoup. Alors, bon, il y a... Ce qui est plus fort que l'anthropologie ou la sociologie, c'est la personnalité des gens. Il y a des gens, bien sûr. Voilà. Françoise Sagan disait, il y a des gens qui naissent vieux, il y a des gens qui naissent jeunes. Et souvent, ça reste après. Donc voilà, c'est aussi comment la personne... Oui, c'est un état d'esprit, en fait. Oui, exactement. Et du coup, il y a aussi une diversité, évidemment, d'ailleurs, de situations. L'âge n'est pas déterministe du vieillissement. Hein. C'est ce qu'on apprend dans toutes les bonnes écoles. Hein. Ben oui, donc, et moi, il faut qu'on se le rappelle. Moi, ça m'arrange vachement. Mais... Alors, justement, Robert, vous avez pris la parole. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, expliquer ce que c'est que cette histoire de revue Soins à cœur, plus concrètement? Et là-dedans, d'ailleurs, est-ce que les mots y sont abordés? Alors, cette histoire est une méthode un peu innovante dans le secteur médico-social ou le secteur sanitaire, où on s'intéresse souvent au process.
donc à la fiabilité du process, à la sécurité du process, au non-risque du process. Du coup, des fois, on coupe le process du sens. Et l'idée de la revue, c'est de ramener le sens. Et dans cette crise identitaire autour du vieillissement, mais autour de l'EHPAD aussi, comme l'a dit Delphine, il y a une vraie crise identitaire autour de l'EHPAD. Comment ça se fait que ces perceptions, ces représentations de l'EHPAD qui sont véhiculées ne correspondent pas à la réalité? Parce que dans chaque maison, il se passe des choses intéressantes. Et la revue, dans sa finalité, veut réinterroger notre mission de santé publique à travers la notion de sens. Et donc derrière le sens, il y a les mots forcément, parce que pour parler de sens, on parle d'abord de mots, et comment on s'entend sur les mots. Et donc j'évoquais tout à l'heure la vision du positive care chez Corian, mais il y a d'autres outils qui sont l'offre-cœur, qui permettent par l'appellation de mots, et donc du coup la création d'actions derrière, de pouvoir reconsidérer notre mission et de lui redonner des couleurs différentes. Je vais prendre juste un exemple ou deux pour éclairer et que ce soit plus clair. Dans l'offre-cœur, on explique que l'on fait des visites à domicile préalablement, et on explique que l'accompagnement de la personne commence déjà au domicile. Parce qu'en fait, si on veut être dans un continuum de vie et non pas dans une rupture avec un changement, il faut qu'on puisse se coller à ce qu'est la personne pour que la résidence puisse proposer une vie qui va correspondre à ses envies et que ces envies soient entendues. Et bien, rien qu'en faisant ça, et en amenant des soignants à l'extérieur rencontrer la personne, on déplace managérialement la notion d'objet de soin. Et donc, on rencontre une personne. On rencontre une singularité, on rencontre un environnement. On expliquait tout à l'heure qu'un des déterminismes majeurs dégradants sur le vieillissement, c'est le déterminisme psycho-affectif. Donc le fait d'aller rencontrer cette personne, on porte une considération. On crée un lien social qui est complètement différent, puisque trop souvent, on sait que ce n'est pas la personne qui choisit. Ben nous, systématiquement, on va rencontrer cette personne. Et donc, qu'est-ce qu'on met là derrière? Parce que derrière, il y a le repas de bienvenue, qu'on peut appeler pendaison de crémaillère, et donc derrière, on véhicule la notion de domiciliation, et non pas d'institution. On n'est pas une institution, il faut rappeler, la loi de 2002, on est sur une co-construction de parcours, et l'EHPAD est un lieu de domicile, avec une aide médicale, mais c'est un lieu de domicile avant tout. Mais trop souvent, on est une institution qui dicte nos règles. Et en fait, la revue veut amener, c'est un 360 managérial sur le sens de notre mission. Et on y évoque toute cette approche psychosociale. Tu parlais tout à l'heure du cure et du care. On va du cure au care en permanence à travers les actions que l'on veut mener. Et on rappelle effectivement que dans le soin, le bien-être ne peut être réussi que s'il est aussi social et psychologique, et pas que curatif ou thérapeutique. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner maintenant vers Saint-Nazaire avec Audrey Dufeu, députée Loire-Atlantique, qui nous fait l'amitié de venir être notre grand témoin. Alors, Audrey, vous êtes à la fois évidemment une députée. Je rappelle que vous avez commencé dans la vie comme infirmière et que par ailleurs, ensuite, vous avez fait une formation qui vous a permis de diriger des établissements. Donc, vous connaissez très bien aussi de ce côté-là. Et peut-être, d'abord, tout simplement, il y aurait deux questions. D'abord, peut-être une réaction à ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Et puis, l'autre élément, c'est... on a parlé un peu d'agisme. Quelle est, votre définition du terme agisme? Très bien. Mais écoutez, déjà, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Réaction à tout ce que je viens d'entendre, eh bien, beaucoup de choses. J'avais vraiment envie d'intervenir à plusieurs reprises, Serge, mais j'attendais mon tour, sagement, comme à l'Assemblée. Comme vous l'avez dit, effectivement, je suis une ancienne soignante. J'ai quitté les blouses blanches pour retrouver les cravates noires de l'Assemblée. Et donc, très vite, j'ai cherché à donner du sens à mon mandat et travailler sur le vieillissement, qui était vraiment une thématique qui me tenait à cœur. Ce soir, vous avez beaucoup parlé des mots. Et moi, ce que je voudrais vraiment avancer aujourd'hui, c'est le choix des mots. Parce que je crois que dans le choix que nous faisons des mots, utilisant, finalement, il y a une volonté parfois de mettre à distance. Et je crois que c'est pour ça que parfois il y a des termes péjoratifs ou des termes qui sont éloignés de ce que les personnes vivent et des mots qu'ils utilisent, parce que ça leur permet de ne pas s'identifier. Et parce que vieillir fait peur et parce qu'il y a un déni
du vieillissement dans notre société, de manière collective, de manière individuelle aussi pour de nombreux citoyens, mais d'un point de vue sociétal, il y a un vrai déni, et bien effectivement, les choix des mots ne sont pas toujours appropriés. Et d'ailleurs, en vous écoutant tout à l'heure, je regardais, en 1985, il y avait eu un arrêté ministériel qui avait demandé à ce que ne soit plus utilisé dans les textes gouvernementaux législatifs le mot vieillard et le mot vieux, afin que ces mots-là soient remplacés par le mot personne âgée. Et donc ça, c'était en 1985. Donc ça montre bien que finalement, ce choix des mots, il évolue au fil du temps. Et bien évidemment, aujourd'hui, en 2021, je crois qu'il est temps aussi qu'on change les mots, parce que vieillir en 2021 n'est plus du tout la même chose que ça l'était en 1985, pardon, et il nous faut vivre avec notre temps, avec l'espérance de vie qui augmente, la longévité, etc. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'agisme. C'est pour ça que j'avais écrit ce rapport que j'ai rendu à Edouard Philippe et Agnès Buzyn, et cette proposition de loi que j'ai déposée le mois dernier à l'Assemblée, parce que lutter contre les discriminations liées à l'âge, c'est renforcer le droit des aînés, renforcer leur citoyenneté, l'image aussi, j'entendais tout à l'heure beaucoup parler de l'image qui était véhiculée à la télévision, dans les médias. Je crois que lutter contre l'agisme, ça doit aussi passer par là. Merci beaucoup Audrey. Peut-être tu pourrais nous dire, je sais pas moi, 3 vraiment propositions extrêmement concrètes de ce projet de loi qui, je rappelle, sera sans doute le seul projet de loi sur le sujet qui sera porté en cette fin de mandature. Alors j'aimerais bien, Serge, une proposition de loi. Malheureusement, les projets de loi, c'est les ministres, et donc moi, c'est une proposition. Je vais proposer à mon groupe parlementaire, j'espère qu'elle sera prise au Parlement. Il y a 17 articles en tout. Et donc, si je dois résumer en 3 points, il y a toute une partie qui repose sur le droit des personnes âgées, selon comment on les appelle. En tout cas, l'idée, c'est de vraiment renforcer la reconnaissance de leurs droits, au même titre ce qui avait été réalisé pour les personnes handicapées en 2005, sous le gouvernement de Jacques Chirac. Il y a toute une partie aussi sur la reconnaissance de la citoyenneté. Comment est-ce qu'on accompagne la parole des aînés et l'affirmation de leurs choix, en obligeant les départements à mettre à disposition des pairs citoyens, c'est-à-dire des personnes qui sont en capacité d'accompagner et d'affirmer les choix des personnes vieillissantes. Parce que ce que je me suis rendu compte pendant ma mission, c'est que souvent, et je ne sais plus qui tout à l'heure autour de la table ronde le disait, il y a une culpabilisation et de posture résignée, c'est-à-dire qu'on va pour faire plaisir à sa famille et l'entourage qui fait pression dans le choix d'un projet, eh bien, on va rentrer finalement dans un projet qui peut-être ne correspond pas. Et donc, l'idée, c'est que la parole des élus peut vraiment être affirmée. Il y a toute une partie aussi qui concerne le Conseil supérieur d'audiovisuel, le CSA. J'avais rencontré pendant ma mission l'association ALAFA, donc les femmes actrices de plus de 50 ans. Et d'ailleurs, vous le disiez très justement tout à l'heure, on accepte moins le terme vieille que vieux. Parce qu'en fait, c'est prouvé, les discriminations liées à l'âge, elles augmentent les discriminations qui préexistaient déjà avant l'avancée en âge. Et donc, forcément, en fait, le sexisme fait partie des discriminations lorsqu'on vieillit. Et je crois que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, doit véritablement surveiller et renforcer son rôle justement dans l'image qui est véhiculée à la télévision, parce que vieillir aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ne correspond plus du tout à ce que c'était dans les années 80 ou après la guerre. Donc il y a vraiment 2 articles qui concernent le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et puis de manière générale, c'est intégrer la transition démographique dans les politiques de la ville, pour que cela ne soit pas uniquement un accompagnement social et médico-social de santé, parce qu'aujourd'hui, on vieillit en dehors de l'hôpital, on vieillit en dehors des EHPAD, et donc il faut qu'on s'en préoccupe au quotidien. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai, sur ces notions avec le CSA, c'est qu'il suffit de regarder aussi l'âge moyen des téléspectatrices et des téléspectateurs pour se dire que le monde audiovisuel devrait être un peu plus attentif aux personnes, entre autres, qui les regardent, quoi. Tout à fait. Et aussi parce que même dans la réalisation des films, beaucoup de réalisateurs sont des hommes, donc de manière involontaire, en tout cas avec des stéréotypes
on va assimiler une image de la femme qui vieillit, qui n'est pas réaliste, parce qu'on veut conserver quelque chose en tout cas véhiculer l'idée qu'une femme qui vieillit, ça ne doit pas se voir, avec cette notion d'esthétisme, etc. Donc, il y a aussi cette notion à bien surveiller sur le sexisme et les discriminations liées à l'âge. Merci beaucoup. Laure Adler, d'ailleurs, journaliste, a publié un très beau livre autour justement de l'âge qui avance, qui est en plus formidablement bien écrit. Alors, merci beaucoup. Aude. Non, 3 263 262 personnes, c'est fou. Quel c'est fou. Succès. Bravo Audrey. Rien que ton intervention, on a gagné 1 263 262 personnes. C'est une folie. Alors, dans toutes ces personnes, il y a donc des milliers de questions. Aude, il va falloir faire un choix. Oui, il va falloir faire un choix. Alors Linda, qui est directrice d'EHPAD, rappelle qu'il faudrait aussi renommer l'EHPAD. Bon, Linda, elle est déjà passée une fois. L'acronyme, bah oui, mais si elle pose des questions oui. intelligentes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement, aucun des mots de l'acronyme ne serait à conserver. Alors, il avait été question de renommer ces... Alors, Linda, ça se fera, parce que ça, c'est une réforme qui ne coûtera pas très cher. Donc, celle-ci, elle se fera certainement. Alors, ensuite, on a beaucoup de réactions, plus que de questions. Donc, le sujet... effectivement, intéresse énormément. Alors, on a notamment la réaction de M. Mousnier, qui est retraité, qui nous dit « Le projet réunit quel que soit l'âge. Au Resto du Cœur, on est une équipe. Il y en a de 20 ans, d'autres de 70 ans, mais personne ne le remarque. C'est une équipe, un projet, un groupe. » Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Absolument. Merci beaucoup, M. Mousnier, parce que l'intergénération, c'est ça. L'intergénération, ce n'est pas une obligation de se parler entre tel ou tel âge. C'est un projet commun et une envie commune à ce moment-là. Et c'est un des enjeux absolument majeurs. Alors, avant de vous remercier tous, Aude, peut-être quelques mots d'organisation et de nous donner les prochains rendez-vous. Alors, rapidement, je voulais simplement vous rappeler que l'ensemble des documents que nous avons présentés ce soir, donc l'ensemble, l'étude, les guides pratiques et un film learning aussi qui a été réalisé à destination des professionnels sont librement téléchargeables sur le site de la Fondation Corian. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Je vous rappelle également que nous avons lancé la 4e édition du prix de la Fondation Corian. Vous pouvez déposer vos dossiers de candidature jusqu'au 30 avril. Et cette année, le prix veut récompenser un acteur associatif ou de l'économie sociale et solidaire qui, de par son action, favorise l'inclusion justement des établissements sur leur territoire. Donc n'hésitez pas à déposer vos dossiers. La Fondation vous récompensera de 15 000 € pour soutenir et pérenniser votre action. Et puis, effectivement, on se retrouve le 17 juin prochain pour un nouveau plateau qui sera consacré au sujet de la transmission, que l'on a appelé la voix des aînés, en écho à la série de podcasts que nous avons lancée il y a maintenant 3 ans. La voix des aînés. Donc, on a eu une première saison, il était une fois les femmes. Nous avions interrogé des résidentes en maison de retraite sur l'acquisition de leurs droits au cours des dernières années écoulées. C'est un récit passionnant de femmes âgées de 80 ans et plus. L'année dernière, nous avions interrogé d'anciens soignants. Il était une fois les soignants. Et là, on va parler des métiers oubliés. Donc, on est allé interroger, là encore, des résidents en maison de retraite qui ont exercé des métiers qui n'existent plus ou qui sont totalement transformés. Donc encore des récits passionnants à venir. Merci beaucoup Aude. D'ailleurs, pour faire le lien, très souvent quand on regarde, quand on parle, quand on évoque une personne très âgée, on la voit à l'instant T, comme une petite chose. Et on oublie toute l'histoire qu'il y a eu derrière. Et ces femmes et ces hommes qui ont eu leur vie et ont eu des moments de cette vie. Et souvent, on regarde juste à la fin, sans imaginer tout ce qu'il y a eu auparavant. Je crois que c'est aussi ça, les mots pour le dire, c'est aussi le regard. Alors souvent, pour m'amuser, je disais, il faut rajeunir le regard sur l'âge. Bon, il y a quelque chose autour de cela, en tout cas, ça veut dire aussi notre propre regard sur notre âge qui avance, et notre propre regard, simplement, sur ce que nous sommes. Regarder les autres, regarder les seniors, c'est se regarder aussi soi. Trop souvent, on oublie que finalement, cette question-là, elle nous concerne très, très directement. Je parle parfois d'égoïsme solidaire, en disant que quand on est solidaire avec les plus âgés, on est d'une certaine manière solidaire avec soi, puisque un jour, on sera à la place d'eux.
le plus tard possible, entre guillemets, mais notre espoir, d'une certaine manière, c'est d'être à la place d'eux, parce que ça veut dire qu'on aura aussi vécu plus longtemps. Donc il y a aussi toutes ces problématiques-là à prendre en compte. Et je crois que cette heure qu'on a passée ensemble, elle était aussi autour de cela. C'est-à-dire s'interroger, les choses ne sont pas si naturelles, si évidentes. Ça demande aussi tout simplement de réfléchir. Dire, mais tiens, pourquoi je dis comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Et donc s'interroger sur notre propre représentation de l'âge, sur notre propre représentation et notre propre relation avec les personnes qui prennent de l'âge, et tout simplement sur nos propres inquiétudes de vieillir. Vieillir, c'est jamais une bonne nouvelle. Il faut arrêter d'être dans le espèce de politiquement correct en disant « Oh, qu'est-ce que je suis content d'être tout vieux !» C'est pas ça le sujet. C'est « Est-ce que je suis content d'être en vie ?» Est-ce que je suis content Audrey voulait intervenir. Oui, très rapidement, parce que très justement, je partage ce que tu as dit, Serge, c'est la solidarité pour les aînés, pour nous-mêmes, parce qu'on est tous des vieux en devenir. Mais moi, plus ça va, et plus je me dis que finalement, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour nos propres enfants, qui, on le sait, vont être centenaires, parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui a une espérance de vie incroyable. Et donc, la solidarité, elle est aussi pour les générations les plus jeunes à venir. Merci, bien sûr. Et d'ailleurs, pour réagir là-dessus, on a beaucoup travaillé sur la question de l'intergénération, et l'élément qui a changé, c'est qu'au-delà de l'intergénération, c'est la notion de réciprocité. C'est-à-dire que, traditionnellement, j'apprenais de la personne la plus âgée, je partais en apprentissage, j'apprenais à faire, je sais pas moi, la cuisine, j'apprenais la maçonnerie, que sais-je encore. Aujourd'hui, ça continue. Mais inversement, quelqu'un d'âgé peut aussi apprendre de la part de quelqu'un de beaucoup plus jeune. On pensera bien sûr aux technologies, mais ça peut être beaucoup plus large. La dame qui a décidé avec ses amis, une fois que le Covid sera terminé, de partir faire un voyage, la grand-mère, et qui appelle son petit-fils parce qu'il dit pour la première fois on va partir avec les copines en Norvège. Le petit-fils a fait peut-être Erasmus en Norvège, et donc la dame de 85 ans demande à son petit-fils des adresses. Alors, il n'est pas sûr que le petit-fils donne toutes ses adresses, mais n'empêche qu'il y a aussi cette réciprocité-là. Et c'est vrai que ces questions-là, ces questions de solidarité, et c'est là où c'est fort, c'est que c'est pas je fais de la morale, c'est j'ai tout intérêt. C'est une solidarité avec et pour les plus âgés, et c'est une solidarité avec et pour les plus jeunes. Et si finalement c'est ensemble qu'on construira quelque chose sans doute de plus intéressant. D'où aussi l'importance des travaux que l'on fait là, mais d'où l'importance aussi que ces questions-là soient abordées dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans les lieux d'éducation, parce que c'est aussi une question, tu parlais de Lévinas tout à l'heure, c'est aussi une question de transmission, c'est une question de racine. Simone Veil parlait de l'enracinement. Je viens de quelque part. Et la manière de savoir d'où je viens, c'est aussi de voir des gens beaucoup plus âgés qui me le traduisent, qui me le montrent. Et là, on a, en pédagogie, on parle de documents authentiques, c'est-à-dire des vrais gens, quoi. D'un seul coup, c'est pas marqué dans un livre. J'ai quelqu'un en face de moi qui m'explique que quand il était enfant, il n'y avait pas de téléphone portable. Et pourtant, il arrivait à vivre. Il n'y avait pas de télé, et pourtant il arrivait à vivre. Les toilettes étaient peut-être au fond, que sais-je encore. Et ça permet aussi parfois de relativiser un petit peu sa propre situation. C'est autour de tout ça que nous avons échangé pendant 1 heure. On se retrouve donc le 17 juin. Le 17 juin, Aude, c'est un jour juste avant l'appel d'un certain général de Gaulle, qui, je rappelle, était un senior, avait déjà 50 ans, quand il est parti à une sacrée aventure à Londres. On tape toujours sur les plus de 50 ans. Rappelons aussi que s'ils n'avaient pas été là, on n'en serait peut-être pas dans cette situation-là. Et Churchill étant lui encore bien plus âgé, et n'était pas peut-être le plus grand défenseur du bien vieillir dans son mode de vie. Mais pour autant, ça a été peut-être le plus grand homme d'État du XXe siècle, et c'est aussi grâce à lui qu'on peut discuter aujourd'hui. On est parti très très loin. Des mots pour le dire jusqu'à Churchill. Eh ben, c'était super. Mais c'est bien. Ah ouais, extra, vraiment. Audrey, merci encore. Merci, je suis ravie de vous avoir écouté et d'avoir pu échanger avec vous. Et j'espère que tous, on se retrouvera en vrai d'ici pas trop longtemps. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Aux 3 500 000 qui sont maintenant avec nous. C'est fou, je ne sais pas comment on va faire. Ça explose de partout. Bravo. Mais ça, c'est aussi parce qu'ils se souviennent des sauts en hauteur. Oui. Sûrement. Et ça a marqué. On leur dit, j'ai jamais été sportif de haut niveau. C'était vraiment une fake news. Oui, ça m'a pris comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a absolument aucune importance. L'important, c'est d'être heureux. C'est surtout pour ma famille qui ne pense pas que je leur ai inventé une vie, quoi. Ah oui. Je voudrais rentrer chez moi tranquillement demain. D'accord. Et qu'on ne te demande pas les médailles. Où sont les médailles ? Où sont les médailles ? Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. On se retrouve le 17 juin. Bye bye. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.